C'est une promesse ni tenue ni vraiment abandonnée, un intérêt politique qui percute un intérêt industriel. Le dossier de Fessenheim restera-t-il en ce sens l'un des symboles du quinquennat? On va en débattre avec nos invités. Raphaël Bourman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, auteur de cet ouvrage 20 idées reçues sur l'énergie. C'est coécrit avec Thomas Porcher. Elsa Di Meo, bonsoir, secrétaire national du Parti socialiste. Loïc Le Floch-Prigent, bonsoir, ancien grand patron notamment d'entreprises dans le secteur de l'énergie. Et vous connaissez, je crois, mieux que personne, ou en tout cas très bien, les interactions entre l'industrie et le politique, pas toujours pour le meilleur, vous nous direz ça. William Viry-Elmos, bonsoir, secrétaire général de la CFE-CGC Énergie. EDF devait donc décider aujourd'hui si oui ou non elle validait définitivement la fermeture de la centrale de Fessenheim, sous une double pression, celle du gouvernement qui poussait à cette validation, et puis celle des salariés qui s'y opposaient. Regardez leur réaction une fois l'annonce faite. L'abrogation d'autorisation d'exploitation de Fessenheim a été rejetée. Alors en réalité, elle n'a pas vraiment été rejetée. Il y aura bien une fermeture, mais elle est conditionnée au démarrage du futur réacteur de Flamanville. Autant dire, c'est pas pour demain. Vous qualifieriez ça de quoi? Un camouflet pour le gouvernement, avec le Floch-Prigent? Un caprice de la ministre et un camouflet de la ministre Ségolène Royal. La ministre Ségolène Royal, oui, qui visiblement essaie de paraître dans un dossier où il n'y a plus rien à faire, et puis un camouflet, oui, très fort pour le gouvernement, parce que ça n'a aucun sens, ça n'avait aucun sens en 2011, ça a encore moins de sens en 2017. Il n'y a aucune raison de fermer Fessenheim en ayant le fait du prince, c'est-à-dire en disant « c'est moi qui décide parce que j'ai une campagne électorale ». Il y a une agence de sûreté nucléaire. Est-ce que cette agence de sûreté nucléaire considère que Fessenheim est la centrale la plus encline à devoir fermer? La réponse est visiblement non. Il y en a d'autres d'abord. Et par conséquent, il faut essayer de prendre les problèmes en technicien et non pas en politique. C'est là où la façon dont les politiques entrent dans le dossier est absurde et arrive à ce que, juste avant la fin d'une mandature, on fasse un caprice pour la ministre. William Viry-Elmos, vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, tout à fait. Alors, monsieur Le Floch-Prigent m'enlève les mots de la bouche. Je voulais parler aussi de la caprice, du caprice de la ministre. Alors, quand on regarde la décision du conseil d'administration d'EDF, on peut se dire que finalement, c'est la moins mauvaise des décisions. Peut-être la seconde plus sage, la meilleure des décisions aurait été de rejeter cette délibération, de rejeter le chantage du gouvernement. Parce que moi, je trouve absolument scandaleux que dans ce dossier, on fasse porter une responsabilité politique ou qu'on fasse faire de la politique à EDF. Et EDF n'est pas là pour ça. EDF, c'est une entreprise. Parce que quand je regarde la communication de la ministre et du gouvernement, le communiqué de presse d'EDF n'était pas encore sorti, que la ministre, par exemple, sur Twitter, disait « Bravo, fermeture de Fessenheim, c'est inéluctable et c'est la fin du tout nucléaire ». Oui, on n'a pas très bien compris, parce qu'elle était très contente, vous aussi, or vous ne défendez pas les mêmes positions. Qu'est-ce qui se passe à l'arrivée? Ça ferme ou ça ne ferme pas? Non, mais elle ne sait pas lire. La raison, c'est que ça ne ferme pas, Non, et que ça ne va pas fermer, et que de toute façon, les élections vont arriver, et que ça ne va pas fermer, parce qu'on va essayer de reprendre, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le président, le problème de la bonne façon, c'est-à-dire, est-ce qu'un certain nombre de centrales sont susceptibles d'être prolongées ou pas? Et il se trouve que la centrale de Fessenheim est une centrale qu'on peut prolonger. Voilà la réalité. Et il suffit de savoir lire. Il suffit de savoir lire le communiqué de presse d'EDF. Une décision irréversible qui est conditionnée, pour moi, ça n'a rien d'irréversible. Et c'est conditionné à quoi? À la mise en œuvre, effectivement, de la centrale de Flamanville. Ce qui veut dire qu'on parlerait du nucléaire, pas du nucléaire. Donc je ne sais pas comment la ministre peut dire que c'est la fin du tout nucléaire. Et deuxième point, c'est conditionné au respect de la loi, ce qui est normal qu'on puisse attendre ça d'EDF, et du seuil des 63,2. Tout le monde sait très bien que le prochain gouvernement, et c'est ce qu'on appelle, pourrait revenir sur ce plafond de 63,2 et donc ne plus fermer... De production d'énergie nucléaire au niveau national dans la loi de transition énergétique, je précise pour nos téléspectateurs. Elsa Di Meo, alors c'est de l'esbrouf depuis 5 ans cette histoire et ça continue encore ce soir? Si vous me le permettez, tout d'abord, je pense qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec ce qui est des choix des ministres, on a le droit de le contester, mais on a aussi le droit au respect et à un minimum, peut-être un peu moins, dirons-nous, de misogynie que d'utiliser des termes... Pourquoi ce serait misogyne? C'est pas misogyne du tout. Alors si jamais c'était un homme, j'irais c'est un caprice aussi. Je peux dire le caprice de M. Hollande aussi, si vous voulez. Par exemple, ça vous plaît mieux. Ça allait être mon deuxième point. Très bien, c'est le caprice de M. Hollande. Ce n'est pas Mme Ségolène Royal qui en a pris la décision, c'est le président Hollande qui, pour le coup, a été élu, et j'en viens à ce que vous disiez, avec cette promesse de campagne. Vous pouvez dire aujourd'hui, balayer ça d'un revers de main en disant c'est un caprice de fin de quinquennat. Non. C'était, d'ailleurs, vous le disiez déjà en 2011, une promesse qui aujourd'hui est en train d'aboutir. Je vous encourage à aller l'expliquer
expliquer aux 1000 salariés qui vont perdre leur emploi à Fessenheim. Mais j'allais y venir. On peut se dire que ce n'a pas été assez préparé et qu'en arrivée, alors que la promesse était de 2011 et de 2012, lors de son élection, à une décision prise telle qu'elle l'est aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles elle l'est, se dire que franchement, ça n'a peut-être pas été mené rondement. Ça, je veux bien l'entendre et je veux bien en discuter. Mais vous ne pouvez pas balayer d'un revers de main, qu'il s'agit d'une ligne politique, qu'elle est cohérente depuis le début avec la loi sur la transition énergétique et qu'elle a été prise devant nos concitoyens. Mais je peux contester. Encore une fois, madame, je peux contester tout ce que vous dites. Elsa Di Meo, je vous donnerai la parole, mais on va peut-être finir sur ce point-là. Il y a quand même un problème. Ségolène Royal, ce soir, nous affirme que tout est dans les clous. On l'écoute et on écoute juste ce que disait François Hollande en 2012. C'est pas vraiment la même chose. Il a toujours été convenu que Fessenheim fermerait au moment où Flamanville ouvrirait. C'est 2018. Donc la date de fermeture de Fessenheim ne change pas, c'est 2018. La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016. Franchement, vous n'avez pas pu tenir vos promesses. Mais j'ai commencé par vous dire que je ne me satisfaisais pas qu'une promesse de 2012 ne fasse que commencer aujourd'hui en fin de quinquennat. Et on n'est même pas sûr qu'elle commence. Vous avez entendu ce qui a été dit. Si, je pense que l'acte changement de majorité, l'acte qui est posé, la loi se défait, est pris par un conseil d'administration dont j'espère nous reconnaissons tous la souveraineté et le vote. C'est encore un autre problème, qui aujourd'hui, en tout cas, est l'instance de gouvernance d'une entreprise, vous m'excuserez, qui est quand même à majorité aujourd'hui détenue par l'État, puisque c'est pour ça que les représentants de l'État... Est-ce que vous appelez une saine gouvernance quand l'État fait un chantage à l'entreprise ? Aujourd'hui, mais monsieur, c'est une entreprise publique, oui ou non ? C'est une entreprise tout court. Et donc, vous ne pensez pas qu'il appartient au vote des citoyens qui s'est exprimé en 2012 de se retrouver dans cette instance de gouvernance ? Quand c'est une ânerie, on ne la fait pas, c'est tout. Quand on fait une ânerie, on ne la fait pas. Mais il faut savoir sur quel pied vous dansez. Est-ce que vous dansez sur la manière et la démocratisation de cette instance ou est-ce que vous en venez sur le fond ? Et je vous le dis encore une fois, sur les salariés, je partage le fait qu'aujourd'hui, le mécontentement des salariés est légitime parce que le processus n'est pas suffisamment, à mon sens, abouti pour que l'on puisse avoir les transformations nécessaires pour l'emploi. Là-dessus, je n'ai rien à dire sur cette voix des salariés qui doit être entendue. Elsa Di Meo, vous soutenez Benoît Hamon. C'est vrai que on voit bien qu'au Parti socialiste, il peut y avoir plusieurs lignes en ce moment, donc on va être très clair. Vous soutenez Benoît Hamon. Benoît Hamon, il a passé un accord avec les écologistes, notamment avec Cécile Duflot, qui aura sa circonscription, donc normalement vous êtes raccord. Regardez ce qu'elle dit ce soir de la Regardez la discussion. Manuel Valls pendant la primaire. Regardez ce que dit Cécile Duflot ce soir à ce propos, justement, au propos de cette décision. C'est une fumisterie, donc c'est son engagement à lui qu'il n'a pas tenu. Et voilà, donc je vois bien que maintenant on a la ministre de l'écologie qui se met en scène dans une sorte de vrai faux bras de fer avec EDF. Ça fait 5 ans qu'il fallait lancer ce dossier et je crois que ça a été fait volontairement de traîner des pieds. Ce sont vos alliés aujourd'hui. C'est avec elle que l'accord avait été passé. Ce qui est certain, c'est que j'écoutais les propos du directeur de campagne de Mathieu Hanotin qui se félicitait ce soir. Peut-être que Mathieu Hanotin, directeur de campagne de Benoît Hamon, qui se félicitait. Donc peut-être c'est à eux d'être raccord. Monsieur Bourmont, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, moi, plus que rajouter quelque chose, ce que je voulais dire, c'est que les choix énergétiques sont des choix qui sont politiques. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de caprice. On peut peut-être parler d'un certain amateurisme dans la mesure où il n'y a pas eu d'études de faisabilité et d'opportunité depuis 5 ans, alors qu'une décision a été annoncée comme ça. Mais les systèmes énergétiques sont des systèmes de long terme. Et c'est vrai que le nucléaire représente 78% de la production d'électricité en France. Vouloir la ramener à 50%, ce n'est pas un caprice. Vouloir avoir un bouquet énergétique un peu plus équilibré et sortir un peu du tout nucléaire, je ne vois pas en quoi c'est un caprice, dans la mesure où... Je parle du caprice en disant 15 jours avant une élection, j'ai envie de dire que c'est fermé. Ça, c'est un caprice, monsieur. Excusez-moi, puisque vous prenez le mot caprice qui est le mien, je vous dis, c'est un caprice. C'est-à-dire, par contre, dire j'ai envie de passer de 78 à 63% en temps d'année, ça peut ne pas être un caprice. Exactement. Donc, attendons-nous bien. Si vous décrivez un coup de communication politique, je pense que certains d'entre nous seront d'accord avec vous, mais quand le nucléaire est caractérisé par des coûts qui sont croissants, ça, on ne peut pas le nier. Alors que de l'autre côté, les énergies renouvelables sont caractérisées par des coûts décroissants. Qu'il y a une sorte de fuite en avant avec l'EPR qui est caractérisée par des surcoûts très importants. On peut se poser la question de la compétitivité du nucléaire aujourd'hui et du fait qu'il n'y a pas de consensus sur son coût complet. Ça, je pense qu'on peut en parler à 5 aujourd'hui. Vous considérez que c'est l'intérêt public aujourd'hui de fermer Fessenheim ? Moi, je pense qu'on peut complètement sortir de l'idéologie du pour ou du contre le nucléaire.
Je pense que d'ailleurs, on a tous un point de vue assez équilibré. Et je pense qu'être à 78% de production nucléaire et vouloir passer à 50% comme la loi de la République le prévoit, loi de transition énergétique, ça n'a rien de capricieux ou de choquant. Voilà. Ça a été voté par la gauche et par la droite, j'y peux rien. Mais la question, c'est pas d'être pour ou contre le nucléaire. Le problème de la loi de transition énergétique, c'est que c'est pas une loi de transition énergétique. D'ailleurs, la première loi de transition énergétique, c'est dans les années 70, quand on a construit les centrales pour améliorer l'indépendance énergétique. Le problème, c'est qu'on n'a parlé que d'électricité, c'est une loi de transition électrique, et qu'au lieu, le véritable objectif qui aurait dû être fixé, c'est de se dire comment peut-on parvenir à décarboner l'économie, comment réduire la production de gaz à effet de serre, comment réduire les émissions de CO2. Or, on fixe a priori un objectif et on se dit on doit remplacer une énergie décarbonée qu'est le nucléaire par d'autres énergies décarbonées que sont les ENR. Et à aucun moment, on a traité le vrai problème, à savoir les transports et le pétrole. Voilà. Vous avez dit à un moment, c'est politique, parce que la politique de l'énergie est politique. C'est vrai. Maintenant, il faut savoir sur quoi, et quel diagnostic on prend et quels sont les techniciens qui travaillent. Bon, il se trouve qu'à l'époque où on s'est engagé dans le nucléaire pour arriver jusqu'à 78%, un certain nombre de gens, dont j'étais, disaient « vous allez trop dans le nucléaire, il faut rester un peu sur d'autres sujets ». C'est ainsi qu'on a créé le comité de l'énergie solaire et c'est ainsi qu'on a essayé de voir comment l'hydraulique pouvait être augmentée. Bon, alors, il se trouve qu'aujourd'hui, effectivement, on se dit « c'est embêtant, nous sommes trop dans le nucléaire », c'est très bien. Et il faut essayer de faire machine arrière. Machine arrière techniquement intelligente, pas n'importe comment. Or, la façon dont ça s'est fait, c'est n'importe comment. C'est-à-dire que, puisque j'ai un accord politique avec les écologistes, que les écologistes demandent la fermeture de Fessenheim, on ferme Fessenheim. Ceci est stupide. On n'est pas obligé de c'est faire une ânerie. Bon, alors ensuite, maintenant, qu'il faille au cours du temps regarder quelles sont les centrales nucléaires qu'il faut fermer, ça a du sens. Mais vraisemblablement, on ne va pas tomber sur Fessenheim. C'est vrai que là, le débat ce soir, il n'est pas tellement sur la part du nucléaire en général ou sur la nécessité de revenir en arrière. Il est sur le symbole Fessenheim. Est-ce que Fessenheim est un symbole d'une intervention politique ou plutôt, j'allais dire, d'une mauvaise gestion industrielle sur le dos d'un accord politique? C'est ça la question. C'est exactement ça que je dis. Il y a deux autorités qui peuvent décider de fermer une centrale. C'est l'ASN pour des questions de sûreté. L'Agence de sûreté nucléaire. L'autorité de sûreté nucléaire et l'entreprise pour des questions économiques. Oui. Or là, on est dans une décision qui n'est ni économique ni de sûreté, qui est une décision politique. Pour le coup, c'est aussi une décision de compromis du conseil d'administration aujourd'hui. Donc moi, je me félicite que ce cadre-là ne soit pas un cadre trop coercitif que vous seriez le premier à dénoncer si c'était le cas. Moi, je pense qu'il faut être prudent sur l'idée que ça correspondrait d'un agenda politique de Benoît Hamon. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense qu'aujourd'hui, au moment de la fin du quinquennat, sont mis sur la table un certain nombre des grands enjeux qui étaient portés, et notamment qui étaient portés de longue date par la ministre de l'écologie autour de la loi de transition énergétique. Et donc, elle amorce un processus plus qu'elle ne rendait compte à un éventuel accord avec les écolos, très honnêtement. Je voudrais juste, si vous me le permettez, parce que vous disiez, c'est fait d'un seul coup et il faut faire les choses intelligemment. Je trouve qu'on oublie souvent dans ce débat que d'énormes choses intelligentes ont été faites à partir des territoires dans les régions ces dernières années, et notamment pour travailler au mix énergétique, pour travailler à faire émerger des solutions qui soient à la fois innovantes et qui soient, y compris, profondément en phase avec le territoire. Vous parliez d'hydraulique tout à l'heure, on pourrait parler d'énergie solaire. Ça, il reste encore des limites techniques aujourd'hui, mais vous savez à la fois vous savez quel est le problème et les élus. Le problème, c'est qu'essentiellement, qu'il y a un problème de réseau, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et que les énergies dites nouvelles sont des régions intermittentes. Et c'est aussi que le monopole en termes de réseau, on a un problème technique. Et c'est aussi que le monopole en termes de réseau n'avait pas été ouvert avant la loi énergétique. Vous savez très bien que la loi énergétique a permis que des nouveaux types de raccordements, y compris beaucoup plus petits, que des entreprises mixtes, par exemple tenues par des élus locaux, par des habitants, puissent exister alors que ça n'existait pas préalablement et que c'était un verrou qu'il fallait ouvrir aussi. Monsieur Bourmand, si c'est l'intérêt public de fermer, pourquoi est-ce qu'EDF freine des cas de fer depuis 5 ans ? Parce que EDF a une vision différente de son actionnaire, qui est l'État, et qui devrait avoir un rôle de stratège. Vous savez bien qu'EDF est en grande difficulté depuis quelques années. Vous avez été dirigeant d'entreprise. Vous savez que si une entreprise a des difficultés, c'est qu'elle a une mauvaise stratégie. Et si elle a une mauvaise stratégie, c'est qu'elle a un mauvais stratège. Donc il y a des questions à se poser sur la gestion de son parc nucléaire par EDF. Donc on peut réfléchir au fait qu'il faudrait avoir une vraie stratégie et peut-être qu'il faudrait réfléchir à essayer de sortir de ce mur d'investissement, parce que prolonger la durée de vie de Fessenheim, ça veut dire investir encore des milliards dans ce domaine-là. Donc des milliards en moins
pour des investissements qui peuvent aller vers d'autres énergies. Les investissements sont les déjà réalisés, investissements c'est pas sur vrai. Fessenheim sont déjà réalisés. C'est pour ça que Fessenheim est la centrale qu'il faut garder. La question est complètement viciée parce qu'on nous dit mais c'est la centrale la plus vieille. Mais tout le monde sait très bien que c'est pas une question d'âge, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on ne sert plus à rien. Ce qu'il faut se poser la question, c'est, vous voyez, vous en êtes un bel exemple. Mais ce qu'il faut se poser la question, c'est est-ce que les équipements, est-ce que la cuve sont encore en état de fonctionnement? Et à partir de là, on doit choisir les bonnes centrales. La Fessenheim, on est dans une décision purement politique. Il n'y a absolument rien de rationnel dans la décision. Est-ce que vous êtes d'accord que si on avait choisi une autre centrale, vous seriez là aussi à dire qu'il ne faudrait pas la fermer? Ce n'est pas. en train de prendre. Il y a des centrales qu'on pouvait fermer. Et le choix. On ne va pas donner d'exemple pour mettre le feu. Ça deviendrait le même sujet que Fessenheim. Mettre le feu à la France 15 jours avant une présidentielle en disant c'est cette centrale-là. C'est vous qui avez l'agenda politique en tête. Mais je vous dis qu'il y avait, si jamais sur le choix des centrales, on avait dit à EDF, il y a des centrales, quelle est la première centrale qu'il faut fermer, on ne serait pas tombé sur le Voilà, c'est clair. Qui représente 2,4% de la production d'électricité en France. Donc c'est l'une des 2 moins productives sur les 19. Mais elle fait 90% de l'Alsace. Et le problème, c'est le réseau. Et le problème, c'est que pendant le même temps, j'étais président de Gaz de France, on n'a pas fait de tuyaux et qu'on n'était pas capable de mettre dans cette région une centrale à gaz parce qu'il n'y avait pas les tuyaux qui pouvaient l'amener. Et par conséquent, Fessenheim était indispensable à la situation. Et aujourd'hui, ça l'est toujours. C'est-à-dire que du point de vue du réseau, il y a un vrai problème avec Fessenheim dans ce triangle. D'où la condition de la décision aujourd'hui. On revient à ce que vous dénonciez tout à l'heure, c'est-à-dire une décision par étape. Non, c'est absurde. Flamanville ne va pas alimenter l'Alsace. Donc on a un problème technique de réseau dans cette région. Et la centrale de Fessenheim. Vous savez ce que c'est que la technique? C'est un sujet, c'est complètement idiot. Il y a du courant qui passe, et si jamais il arrive de trop loin, il n'y a plus rien. Comment est-ce qu'on fait pour passer de 75 à 50% de production d'électricité d'origine nucléaire comme prévu par la loi d'ici 2025? Je pense que c'est impossible d'ici 2025. Donc la loi qui a été votée n'est pas réaliste. Absolument. Mais c'est le problème qui est posé par aujourd'hui Olivier Gazzi, qui est comment le politique et le technique arrivent. Bon, le politique décide, et malheureusement, c'est pas possible. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer sur Fessenheim, et c'est ça qui va se passer. C'était déjà le cas quand vous étiez aux manettes. Absolument. Et la seule manière de faire, c'est que le patron dise non. Et là, vous considérez qu'il a dit non ce soir, justement, ou pas? Pas assez. Ou il a fait un compromis qui permet à Ségolène Royal éventuellement de sauver la face et à son entreprise de garder la... Je considère qu'à un moment, il faut dire non, ce n'est pas possible techniquement. Et c'est la réalité. Vous, président d'EDF, pardon pour cette formule, parce qu'elle est connotée un petit peu maintenant, vous, président d'EDF, vous fermez laquelle alors pour vous mettre en conformité avec la loi? Je n'ai pas envie de vous le dire parce que je n'ai pas envie, mais je sais laquelle je ferme. Voilà. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, non, mais tout à fait. C'est à l'ASN, mais c'est pas le sujet du jour, mais c'est à l'ASN de déterminer laquelle. C'est pas lui qui nous le dira en tout cas. Les conditions de sûreté. Non, mais il faut choisir les bons objectifs. Vous savez très bien que. Donc vous prenez la liste de sûreté actuelle aujourd'hui par l'ASN et vous êtes d'accord pour que petit à petit on ferme les unes après les autres. Écoutez, Fessenheim, quand vous regardez les rapports de l'ASN, elle vous dit que c'est une des meilleures élèves qu'elle a dans les centrales nucléaires. Et il y en a certainement. Je reviens au sujet parce que vous nous disiez tout à l'heure que le problème c'était la reconversion des salariés en gros qui vous posait problème. On est tous d'accord là-dessus. On partage tous cet objectif. Donc aujourd'hui, celle qui est la moins sécurisée d'un point de vue du classement de l'ASN, ça ne vous pose pas de problème. Et dans un bassin d'emploi un peu plus agréable. Ça ne vous pose pas de problème. Dans un bassin d'emploi un peu plus agréable. Et puis peut-être que vous ne vous êtes pas posé la question que celle qui est peut-être à fermer le cas échéant, c'est peut-être une tranche sur 4, ça pose moins de problèmes d'emploi sur le bassin que de fermer 2 tranches sur 2 à Fessenheim. Voilà. Je pose la question à vous parce qu'au fond, la responsable politique, c'est vous, c'est peut-être vous qui devriez savoir laquelle on aurait dû fermer. D'autant que la question va se reposer très rapidement pour une raison très simple, c'est qu'avec Flamanville, il faudra en fermer 2, si j'ai bien compris, ou alors vous me dites si je me trompe. Donc, quand bien même Fessenheim fermerait, il en faudra une deuxième. C'est quoi? Moi, je n'ai pas assez de compétences pour cela et je trouve que justement ce qui a permis cette décision c'est profondément de mettre en codécision des techniciens et des politiques pour la première fois sur des sujets comme cela. Et moi c'est ce que j'appelle de mes voeux. Quand j'étais élue en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on le faisait autour d'un débat qui n'était pas évident, vous pouvez vous en douter, avec par exemple ITER, avec une majorité qui pour le coup était composée de gauche plurielle et où on a réussi à tenir ces équilibres qui étaient à la fois d'investir profondément dans les énergies renouvelables et de continuer à faire le
le pari de la recherche et de la recherche fondamentale. Donc moi, j'ai pas de problème avec le fait de dire que ça doit être de la co-construction. Et je pense que c'est le cas de ce qui s'est passé aujourd'hui quand on voit, y compris le rapport de force. Vous le disiez vous-même. Aujourd'hui, tout le monde est content d'avoir fait un premier pas. Certains de trouver que la fermeture n'est pas immédiate. Et du côté de la ministre, nous ne sommes pas contents du tout d'avoir fait ce pas. Il n'y a eu aucun pas. Il n'y a aucun pas de fait et nous ne sommes pas contents de ce pas parce qu'il n'est pas logique, il n'est pas techniquement intelligent, il n'est pas industriel. Voilà la situation. Monsieur Bourremont, vous êtes d'accord pour dire que ce soir, en fait, rien n'a changé. On n'est pas sur une fermeture de Fessenheim. Moi, je considère qu'effectivement, il ne s'est rien passé et de toute façon, aucun décret n'a été signé. Et même si un décret avait été signé, la prochaine majorité peut revenir dessus, sachant que parmi les principaux candidats, il y en a 2 susceptibles d'être élus qui sont pour le maintien de Fessenheim. Donc il ne s'est absolument rien passé aujourd'hui. La ministre cherche à garder la face, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut comprendre que les risques du nucléaire sont identifiés, mais pas toujours maîtrisés, et que c'est de moins en moins compétitif. Elsa Di Meo, est-ce que ça participe pas de du désintérêt d'un certain nombre de Français pour le discours public, de la décrédibilisation de la parole publique? Est-ce que le nouvel accord que vous êtes en train de refaire aujourd'hui avec les mêmes personnes, dans les mêmes termes quasiment, n'est pas de nature à reconduire à exactement la même chose dans 5 ans, c'est-à-dire qu'on n'aura pas tenu la promesse, on n'aura pas résolu le problème et on ne fait que reporter le bébé d'élection en élection? Il y a 2 choses dans ce que vous me demandez. J'ai commencé par vous dire que je considère qu'une promesse faite en 2012 aurait dû être amorcée beaucoup plus rapidement pour qu'aujourd'hui on puisse justement être dans la crédibilisation de la parole publique et avoir donné des jalons à ces décisions qui soient plus concrets. Donc sur ce point-là, je peux rejoindre votre interrogation. En ce qui concerne les nouveaux accords, vous savez, on était d'ailleurs en Bureau national en train de discuter de cet accord programmatique avec les écologistes qui, pour le coup, moi, me pose beaucoup de problèmes. Je vous citais tout à l'heure ma région ITER où je pense que c'est un vrai sujet. Je pense aussi que si on veut faire le pari des transports, la question de la ligne Lyon-Turin est un vrai sujet d'aménagement. Voilà, donc je ne suis pas forcément la mieux placée pour vous défendre la globalité de ces accords. En tout cas, merci d'être venu le faire ce soir parce que figurez-vous que ça ne se bousculait pas ni au Parti Socialiste ni au gouvernement pour venir. Je vous trouve très courageuse, madame, de venir voir. Voilà. Non, mais c'est surtout une liberté de ton qui me permet d'être là et de dire ce que j'en pense. Voilà, et en plus avec la voix enrouée, ce qui ne nous a pas fourni de faux prétextes. Merci en tout cas à vous d'être venu défendre cette position ce soir. Merci à vous d'avoir participé à cet éclairage. J'espère que vous êtes fait votre propre opinion. On se retrouve pour le duel. À tout de suite.